Ce soir, on a cette possibilité d'être ensemble, j'en suis vraiment ravie. J'en profite aussi pour ajouter mes vœux pour une année lumineuse et étoilée. Je pense que vous y êtes sensible. Et de quoi je vais vous parler, ça ne va pas être de l'astrophysique. On avait décidé que je ferais vous transmettre, partager mon expérience de cette chance extraordinaire, ce privilège que j'ai eu de pouvoir réaliser des missions spatiales, puis d'être un peu comme un chat à multiples vies, parce que j'ai pas eu que cette vie-là, et éventuellement vous en parler un petit peu, et puis vous dire où j'en suis aujourd'hui, puisque depuis un peu plus de 2 ans, je suis de retour à l'Agence spatiale européenne, et que je travaille en soutien au directeur général de l'Agence spatiale européenne sur ce qui n'est pas encore un projet, ce qui est une vision, un concept, de construire tous ensemble, dans un grand partenariat international, un village sur la Lune. Donc je vous parlerai aussi un petit peu de cette idée du village lunaire, où on en est et comment ça peut se concrétiser, je l'espère, à un moment donné. Alors je vais commencer par la partie classique des vies antérieures. C'est vrai que je suis un médecin rhumatologue, c'est ça ma première formation. Et tout le monde me pose la question, mais comment de médecin rhumatologue on devient un astronaute qui réalise des missions spatiales? Je commence souvent en disant que j'ai eu la chance de naître dans une année extraordinaire, qui était l'année 1957, avec 2 très belles fées au-dessus de mon berceau, puisque 57, mars 57, c'est la signature du traité de Rome, donc constitutif de l'Europe, donc j'avais une fée Europe au-dessus de mon berceau. Et puis 4 octobre 57, c'est là où on s'est vu d'ailleurs la dernière fois, Jean-Pierre, le lancement du premier du Spoutnik, donc voilà, le début de la conquête spatiale. Donc j'avais une étoile, une fée espace et une fée Europe, et c'est vrai qu'elles ont beaucoup marqué ma vie. Donc ça c'était 57, et je rappelle un événement majeur dans la tête de la petite fille de 12 ans que j'étais en 1969, c'est bien évidemment le premier pas de l'homme sur la Lune, et ce moment complètement magique, beaucoup d'entre vous dans la salle ont vécu ce soir de juillet, où les enfants étaient autorisés à regarder la télévision, même très tard, et effectivement c'est ce qui s'était passé. Et voilà, dans ma tête d'enfant, un déclic, quelque chose de majeur, de déterminant, plutôt cette notion que quelque chose qui était du domaine du rêve, de l'inaccessible, de cette lune qu'on voyait dans le ciel, ce jour-là, ça devenait une réalité accessible à l'homme, puisque l'homme, pour la première fois, mettait le pied, descendait cette échelle et marchait sur la lune. Donc cette notion que quelque chose du domaine du rêve peut un jour devenir possible, une réalité. C'est ça qui m'avait beaucoup marqué. Alors c'est vrai que c'était une période, pour ceux qui l'ont vécu, où on était tous complètement enflammés par ce qui se passait là. C'était vraiment une adhésion populaire énorme. J'ai lu tous les livres, tous les documentaires, qui pouvaient traiter de ce sujet. Je suis passée de ma littérature classique de petite fille, de romans d'aventure, au roman de science-fiction. Voilà, je suis tombée dans Asimov, etc. Ça m'a nourri, ça fait scintiller des choses dans mon esprit. Tintin sur la Lune, et puis les Jules Verne, et puis même je faisais du grec à l'école, c'était Lucien de Samosate avec ses petits luniens ou lunaires, je ne sais plus comment il les appelait, qui étaient sur ce satellite de notre Terre. Donc voilà, tout ça, ça a bercé mon enfance et c'était quelque chose d'important. Alors, il n'y avait pas d'école d'astronaute et je n'ai pas décidé ce jour-là de devenir astronaute. Et puis voilà, je suis devenue médecin, métier de médecin rhumatologue qui s'occupe du corps un petit peu dans toutes ses possibilités, ses douleurs et ses souffrances et ses limitations quand on est rhumatologue, mais aussi j'étais intéressée par le fonctionnement du corps. J'étais une sportive, j'étais une gymnaste de formation, donc le fonctionnement du corps sportif, puis bien évidemment ça a été un de mes grands sujets de recherche, le fonctionnement du corps en microgravité, ensuite quand il est libéré de ces contraintes de la gravité et qu'il peut accéder à cette 3e dimension. Donc ça c'était un fil directeur important aussi dans ma vie. Et j'étais médecin rhumatologue à l'hôpital Cochin, pas très loin d'ici. Moi, j'habite pas très loin d'ici. J'avais un appartement juste derrière la porte d'entrée de l'hôpital Cochin. Et en 85, le CNES, l'Agence française de l'espace, a publié un appel à candidature pour recruter des astronautes pour mener à bien des missions à bord des stations spatiales. Alors, une sélection avec un double profil de recrutement.
des pilotes et des ingénieurs de systèmes navigants, et puis des scientifiques. J'ai regardé, scientifique, il fallait avoir un doctorat, j'étais docteur en médecine, donc doctorat, je l'avais, ni une ni deux, j'ai relevé le numéro de téléphone, j'ai demandé un dossier pour m'inscrire. Ça me paraissait évident par rapport à ce qui m'avait nourri dans mon enfance, et cette étoile s'est allumée ce jour-là, de tenter l'étoile, de tenter la chance et de l'essayer. Alors, à partir de ce moment-là, long processus de sélection médicale, physiologique, psychologique, des programmes scientifiques qu'on pouvait mener, d'interaction avec le public, de capacité d'apprendre les langues, notre capacité à se débrouiller dans des environnements un petit peu hostiles. Enfin, assez intéressant. Moi, j'ai vécu cette période de sélection avec beaucoup d'appétit, parce que voilà, je pouvais tester mon corps. C'est pour ça que j'en ai parlé tout à l'heure, dans une centrifugeuse, dans un caisson à dépression, dans une table basculante, et tout ça m'intéressait beaucoup de savoir quels étaient dans un tabouret tournant, ce qui faisait, ce qui en général n'est pas trop apprécié, mais moi j'y allais plutôt avec l'envie de tester mes limites et ce que ça pouvait m'apprendre, ce que je pouvais apporter. Donc j'ai passé successivement toutes les étapes, et en septembre 85, il y a donc eu la présentation des 7 candidats retenus sur 1000 candidats. On était 1000 candidats, dont pour les jeunes filles et dames de la salle, 10% de candidatures féminines. Donc il y avait 100 candidates féminines. Alors je dis les 10% parce que ce n'est pas une diversité complètement équilibrée, mais ça on le sait. Et qu'à la sélection d'Agence spatiale européenne de 2008, donc celle récente dont est issu Thomas Pesquet, que vous avez tous suivi avec passion, je pense, récemment, il y avait là encore seulement 10% de candidatures féminines. Alors, ça n'a pas changé entre 85 et 2008. Il y a toujours cette autocensure, ou je ne sais pas, non-présence des femmes dans l'application à ce type de métier. Et donc, j'étais la femme du groupe des 7. Et souvent je dis, j'avais même pas regardé si la candidature était ouverte à hommes et femmes, parce que ça me paraissait évident qu'on était on avait franchi ces étapes-là et que ça devait être ouvert. Et je ne m'étais pas aperçue qu'il y avait peu de femmes dans tout le process de sélection. Et je me suis aperçue que j'étais la seule femme de l'équipe le jour de la conférence de presse, parce que bien évidemment, tous les micros se sont tournés vers moi pour poser des questions. Mais pourquoi une femme est-elle dans ce groupe-là? Voilà. Donc ça a été le début de cette vie, de cette carrière, mais je n'étais encore qu'une candidate astronaute. Candidate astronaute, on n'est pas sûr d'être astronaute. Parmi les 7 retenus d'ailleurs, il y en a 2 qui n'ont pas volé. Michel Viseau, que vous avez peut-être entendu aussi parler, vétérinaire, qui s'était beaucoup impliqué sur des tas de programmes spatiaux mais qui n'a pas volé. Et puis Frédéric Pata, un polytechnicien médecin qui a eu un problème de santé très peu de temps après la sélection et qui n'a pas pu poursuivre. Donc c'est pas parce qu'on est candidat qu'on devient astronaute à un moment donné. Et je me suis dit, il faut se donner tous les atouts quand même pour passer du statut de candidat au statut d'astronaute. Et comme j'avais été recrutée comme dans la catégorie scientifique, puisque je n'étais pas pilote, je ne suis pas militaire, je me suis dit, il faut que je sois une vraie scientifique. Donc j'ai fait un deuxième cursus de sciences, et j'ai donc une thèse effectivement en neurosciences. Donc je suis médecin rhumatologue et puis chercheur en neurosciences, et j'ai passé de longues années dans le laboratoire de physiologie neurosensorielle du professeur Berthoz. Je n'avais pas choisi ce labo par hasard, c'était un labo qui travaillait sur les problèmes de microgravité, travaillait en collaboration avec des partenaires américains, des partenaires soviétiques à l'époque, en 85-86, quand j'ai démarré ma thèse, ce qui m'a permis de rentrer en contact justement avec ce monde de la recherche dans le domaine de la microgravité. Donc c'est un peu comme un joueur d'échecs qui prépare sa partie, on essaie de se mettre les atouts maximum pour être à un moment donné avec les atouts qui vont bien au bon moment, au bon endroit, pour devenir vraiment affecté à une mission et devenir un astronaute. Ce qui a été le cas pour moi en 92. En 92, le CNES m'a envoyé à l'entraînement pour préparer un premier entraînement destiné à avoir une première mission. Donc là, je devenais un astronaute.
J'ai été sélectionnée par le CNES en 85 et effectivement, ma première mission était une mission franco-russe dans le cadre de la coopération entre le CNES et l'agence russe. Je suis partie à cette époque comme astronaute, mais astronaute doublure. Le système fait que, au niveau français puis européen aussi, on prépare toujours 2 astronautes pour une mission spatiale, pour être sûr qu'il y a un astronaute en bonne forme et bien préparé au moment de la mission. Et donc là, j'étais la doublure d'un vol qui a eu lieu en 93, un vol qui a été réalisé par celui qui allait devenir mon mari, Jean-Pierre Aigneret. Donc j'étais la doublure de mon mari pour son vol de 93. Voilà. Il n'a pas eu de problème, donc c'est lui qui a volé, et c'est très bien, c'est formidable. Et moi, ça m'a permis de me préparer, de me sentir prête pour la mission. Et puis ensuite, j'ai eu la chance d'être la numéro 1 pour le vol de 1996. Et ça, c'était donc ma première mission, une mission de 16 jours, à bord de la station Mir, donc la station soviétique, la station Mir qui avait... Oh, 96, elle a quand même vécu jusqu'en 2000, donc non, c'était une mission intéressante, une énorme station avec de nombreux modules. C'était une station qui avait été habitée, ça se sentait, hein, parce que bon, il y avait des équipages et des équipages qui étaient passés, mais une station, voilà. C'était vivant, habité, avec de l'histoire et de la possibilité de travailler correctement, avec un module non fonctionnel, puisque le module Spectre qui était sur cette station avait été percuté quelques mois avant par un vaisseau Progress et avait été dépressurisé, mais avec un contrôle, ils avaient réussi à l'étanchéifier en fermant l'écoutille, mais bien évidemment, on n'y avait pas accès. Donc ça, c'était la mission de 96, une mission réussie, donc un deuxième entraînement pour moi. Et ensuite, ça a continué, il y a eu d'autres missions programmées pour d'autres astronautes français dans le cadre du franco-russe, et en particulier une mission de longue durée prévue pour 99. C'est mon mari qui l'a fait, et j'étais sa doublure. Donc j'étais doublure de deuxième fois de mon mari pour sa mission de 99, mission de longue durée avec sortie extravéhiculaire. Donc j'ai eu la chance de m'entraîner pour les sorties extravéhiculaires. J'en ai pas fait moi-même, mais j'ai fait tout l'entraînement. Et j'ai suivi, vous l'imaginez, seconde par seconde et avec beaucoup d'intérêt et parfois un peu d'effroi, parce que c'est vraiment une des activités les plus risquées et les plus difficiles des missions spatiales, la sortie extravéhiculaire de mon mari à cette époque-là. Et j'ai eu la chance de pouvoir être affectée à une seconde mission. Alors, 99, c'est une date particulière. L'ensemble des corps d'astronautes des différents pays européens ont été regroupés dans un corps unique d'astronautes européens, à Cologne. Et que ce soit les astronautes allemands, les astronautes italiens, les astronautes français, on a tous rejoint le corps des astronautes européens. Et ma deuxième mission que j'ai faite en 2001 était une mission Agence spatiale européenne, et j'ai été un astronaute de l'Agence spatiale européenne, CNES bien évidemment aussi, qui avait une forte participation dans la définition du programme à bord, et puis l'agence russe qui accueillait. Je suis arrivée en 92 à la Cité des Étoiles. J'ai passé 10 ans de ma vie, de 92 à 2001, enfin presque 10 ans de ma vie en Russie. C'est extraordinaire de vivre ça, c'est extraordinaire, c'est pas seulement une aventure scientifique et technique, une mission spatiale. Et moi, ma mission spatiale, pour moi, c'est 10 ans de ma vie. C'est pas simplement les 16 jours de la première mission et les 10 jours de la seconde mission. On est arrivé juste après l'effondrement de l'Union soviétique. Mes voisins de palier, c'était Alexei Leonov et Valentina Tereshkova. Donc je vivais au milieu de mes héros et de mes mythes. Et voilà, voir une cité des étoiles très fermées, très militaires, qui avait accueilli la formation de tous les cosmonautes depuis de si nombreuses années, petit à petit s'ouvrir, et en particulier à partir de 1995, le programme Shuttle Mir, où la navette américaine était en capacité de s'amarrer à la station Mir,
Donc l'arrivée des Américains, la mise en place de démarches communes pour arriver à avoir des protocoles où on pouvait travailler en commun, c'était sur le plan humain quelque chose d'absolument extraordinaire à vivre. Et d'ailleurs ma première mission, je l'ai faite avec Shannon Lucid, une astronaute américaine qui a eu aussi de très très longs vols à bord de la navette, de la station. Et donc on était en plein dans ce programme Shuttle Mir, donc le début de cette ouverture, et puis les Européens qui sont arrivés, et puis le début de la construction concrète de la Station spatiale internationale à partir de 2000. Donc voilà, une aventure humaine absolument extraordinaire à vivre, et qui n'est pas seulement la réalisation de la mission. Mais on découvre, on vit des choses, on est dans la diversité des cultures, la diversité des profils. Bon, c'est vraiment quelque chose de très très enrichissant sur le plan humain. Et la Station spatiale internationale que j'ai connue moi en 2001, c'est pas du tout la Station spatiale internationale que vous avez pu découvrir dans les visites guidées de Thomas Pesquet ou d'autres astronautes européens qui ont volé récemment. C'était le tout début de la construction. Il y avait le module russe qui était assez semblable au module de vie qu'on avait à bord de la station Mir. Il y avait un module américain, laboratoire, déjà bien pourvu en capacité de travail de recherche, un nœud de jonction, et puis un module de préparation aux sorties extravéhiculaires. C'était une toute petite station avec 2 petits panneaux solaires minuscules, beaucoup plus petite que la station Mir dans laquelle j'avais volé la première fois. Alors je vais vous passer une petite vidéo de 10 minutes, puis je parlerai sur la vidéo de cette seconde mission. Donc là, voilà, et bien on voit... Alors, les images sont de la qualité de 2001, hein, quand on voit, j'ai des images actuelles de Thomas Pesquet, ses photos et sa capacité à transmettre en temps réel. C'était pas le cas pour nous. Donc, la fusée Soyouz, qui est le seul moyen d'accès encore aujourd'hui à la Station spatiale internationale. Je ferme la lumière, ça fait... Oui, d'accord, ouais, c'est mieux comme ça. Voilà. Donc vous l'avez vu arriver sur son train en position horizontale, et puis là voilà, l'érection de la fusée sur le pas de tir. Alors le cosmodrome, comme le disait Jean-Pierre tout à l'heure, c'est à Baïkonour, hein, donc au Kazakhstan. Tout notre entraînement a lieu près de Moscou. Et puis quelques semaines avant le tir et pour la préparation des derniers éléments du vaisseau Soyouz qui va nous emmener, on va faire quelques petits séjours de préparation à Baïkonour. Un équipage dans une capsule Soyouz, c'est 3 personnes, un commandant en place centrale, en place droite le scientifique, cosmonaute expérimentateur, et en place gauche le cosmonaute ingénieur. Donc mon premier vol, je l'ai fait en place droite, et mon deuxième vol, comme j'avais eu des entraînements successifs et que j'étais qualifié ingénieur de bord, ingénieur de mission, j'étais en place gauche, en charge de l'amarrage, et donc avec des fonctions plus larges que le seul programme scientifique. La capsule, elle est tout là-haut, sous la coiffe, donc 4 étages de propulsion successifs, qui sont très progressifs. On pose souvent la question de ce moment majeur qui est celui du décollage et de la mise en orbite. Ça va très progressivement atteindre un facteur de charge qui est à 4G, 4G et demi pour le premier étage de propulsion. Ensuite, bon, ce premier étage est séparé quand il a terminé son travail. Le deuxième étage, là aussi, ça repart très très progressivement jusqu'à 4G. Troisième étage aussi. C'est très progressif, moi j'ai trouvé ça très, très doux, très smooth. En 8 minutes 30, on est injecté en orbite, à 200 km en orbite. Et puis à cette époque-là, on avait 48 heures de manœuvre orbitale de façon à passer de 200 km en orbite à 400, l'orbite de la Station spatiale internationale, et de venir s'amarrer en automatique. Tout s'est bien passé, on n'a pas eu à reprendre en manuel l'amarrage. S'amarrer dans le cône d'amarrage de la Station spatiale internationale. Alors on vérifie que la pression dans notre capsule, la pression dans la station sont équilibrées, et là on a le droit d'ouvrir l'écoutille qui nous permet de rejoindre l'équipage qui était à bord. Il y avait 3 membres d'équipage à bord en général. On est à 6 à bord, et quand les expéditions aujourd'hui, ce sont des expéditions avec 6 astronautes. Alors le Premier ministre était Lionel Jospin à cette époque de 2001. Et c'était le moment d'interaction avec le sol quand on arrive, quand on s'installe.
Là, c'est la partie russe, le module russe de la station spatiale de l'époque. Donc, ça ressemble beaucoup à ce que vous avez pu voir sur des images de la station Mir. C'est très, très étroit. C'est pas vraiment le lieu où on peut faire des expériences scientifiques, je dirais, répétables, itératives, dans des conditions excellentes. Mais aujourd'hui, la Station spatiale internationale est un magnifique laboratoire de recherche avec justement des modules dédiés à la recherche. Là, on arrive dans le... Non, on est encore dans le module russe. On est passé dans un petit lieu de jonction. Et voilà, flottons en microgravité, utilisant les 3 dimensions de l'espace. Au début, il faut apprendre à contrôler sa vitesse et son mouvement, bien évidemment, parce que ce n'est pas complètement naturel de se déplacer par impulsion par rapport à notre démarche de terrien habituelle. La Station spatiale internationale aujourd'hui, voilà le module américain tel qu'il était. Il y a aujourd'hui un module européen. On va fêter les 10 ans du module européen Columbus. Il a été amarré en 2008, donc là on fête ces 10 ans. Il y a un module japonais, plusieurs modules américains, et il y a vraiment des possibilités de recherche avec des laboratoires de sciences du vivant, de physiologie, de physique des fluides, de physique de la combustion, de physique des plasmas, très très sophistiqués. J'avais un petit lieu personnel qui était ma chambre à coucher. Je dormais à côté du scaphandre de sortie extravéhiculaire, parce que ma chambre avait été installée dans le module de sortie extravéhiculaire. Et puis là, on va voir quelques types d'expériences qu'on peut mener à bord de la station. Alors c'est vrai que sur le plan de la physiologie, il y a beaucoup d'éléments qui sont perturbés quand on arrive en microgravité, en particulier déjà sur le plan cognitif, neurosensoriel. J'ai parlé de la façon dont on adaptait ces déplacements sur le plan sensorimoteur, comment on se déplace, mais bien évidemment notre cerveau qui fonctionne avec des références verticales et d'horizontales quand on est un terrien, voir comment il arrive à se trouver à l'aise et à s'adapter à l'utilisation de la 3e dimension. Ça nous permet de faire des expériences dans le domaine des neurosciences, des fonctions cognitives assez intéressantes. Et vous l'avez vu, ces manips dans un laboratoire, un espèce de labyrinthe en 3D dans lequel on se déplaçait avec une poignée à retour d'effort, une poignée haptique. Je la faisais soit fixée sur un siège, soit complètement en free floating pour voir comment les différentes stimulations corporelles vont intervenir sur ces processus cognitifs. Un deuxième appareil de notre physiologie qui est profondément perturbé, c'est l'appareil cardiovasculaire, parce que bien évidemment, il y a une répartition des fluides très très différente dans l'organisme qui fait qu'il y a des modifications métaboliques importantes et qu'il faut tester, les comprendre sur ces modifications de nos volumes de fluide à l'intérieur du corps et la façon dont on s'adapte. On en parlera peut-être si vous avez des questions. Il y a bien évidemment le système squelettique et le système musculaire qui sont perturbés par des séjours de longue durée en microgravité. Sur les vols courts tels que je les ai faits, il n'y a pas de modification majeure de ces appareils, donc je n'avais pas de programme de travail spécifique sur ces sujets. On a vu tout à l'heure qu'on a des expériences dans le champ de la biologie. Là aussi, c'était de la biologie du développement. J'avais emmené avec moi des pleurodèles, qui sont une espèce de salamandre qui avait pondu dans l'espace et où on a testé le développement de cet œuf en situation de microgravité avec une petite centrifugeuse qui nous permettait de reproduire le 1G. On avait bien sûr le 0G, on avait des œufs fixés à tel ou tel moment de leur développement de façon à analyser en biologie du développement la construction, la symétrisation, l'organisation d'un organisme vivant. Des expériences dans le domaine de la physique des fluides, de la physique des plasmas. J'ai eu beaucoup de travail sur la physique des plasmas. Des expériences qui nous permettent d'utiliser aussi notre poste d'observation qu'est la station spatiale pour regarder en direction de la Terre. Et c'était des manips où j'étudiais ces éclairs qu'on appelle les sprites, qui sont des éclairs ascendants et non pas descendants, qu'on ne peut pas très bien voir quand on est au sol parce qu'ils sont masqués dans la pénétration de l'atmosphère, qu'on voit très bien quand on est en microgravité. Des manips pédagogiques et des liens organisés avec quelques vidéoconférences ou avec des liaisons radio-amateurs avec des écoles, bien évidemment, pour essayer de faire comprendre les grands principes. Et puis, Dieu merci, même si on n'en a pas beaucoup, quelques moments de convivialité, de moments où on profite
de la situation de microgravité, de la convivialité avec l'équipage, de cette liberté assez jouissive du corps qu'on peut utiliser vraiment dans des postures très particulières. Et puis regarder bien évidemment par le hublot la Terre défiler, puisqu'on fait une orbite en 90 minutes et qu'à 28 000 km/h, on voit la Terre et on la voit défiler d'une façon très particulière. Alors ça n'a pas duré assez longtemps, 10 jours c'est un vol bien trop court, mais il faut ramener les expériences qui ont été réalisées, on se réinstalle dans le vaisseau Soyouz. Voilà, la station était toute petite à l'époque, on l'a vu par le hublot, on met une impulsion de freinage, on rentre dans les couches denses de l'atmosphère. Je ne fais pas d'image ici, mais c'est vrai que c'est un moment assez particulier, plein d'émotions très fortes, et puis on atterrit sous une grande coupole de 1000 mètres carrés. On atterrit avec des petites rétrofusées qui se déclenchent à 80 cm des steppes du Kazakhstan à l'arrivée au sol. Et voilà, on atterrit assez durement, c'est vrai. Ça, c'était le vol où on a atterri en basculant. Mon premier vol, on a atterri sur le fond de la capsule. C'était assez bien stabilisé. Le deuxième vol, c'était moins stabilisé. C'était encore un peu plus sportif que le premier. Enfin voilà, je n'ai gardé aucun mauvais souvenir, ni de l'entraînement, ni de la mission. Je pense que c'est parce qu'il n'y avait pas de mauvais souvenirs. Je ne pense pas les avoir effacés, mais j'ai vraiment vécu chacun de ces moments avec beaucoup de plaisir. Bon, on va arrêter, voilà, la vidéo. Ça, c'était pour illustrer un petit peu cette mission spatiale, parce que parler de mission spatiale, il faut bien montrer quand même un petit peu comment on la vit. Donc ça passe très vite, et c'est vrai que le temps annexe, on grappille sur ces heures de sommeil, tout en essayant de garder un bon équilibre entre ce qui nous permet quand même d'être encore tout à fait réactif à toute situation qui pourrait survenir, qu'elle soit nominale ou qu'elle soit non nominale, puisque les grands dangers d'une mission spatiale, c'est bien évidemment la dépressurisation que j'ai évoquée tout à l'heure, collision avec quelque chose. Il faut savoir si on doit évacuer, si on peut contrôler, si c'est une petite fuite, si c'est une grosse fuite, et comment se comporter. On est entraîné pour ça. Et moi, j'avais d'ailleurs passé plusieurs mois à Houston pour m'entraîner sur ces aspects de sécurité, sur la partie américaine de la Station spatiale internationale. Il faut qu'on soit tous complètement au top pour réagir. Le deuxième sujet, c'est le feu, bien évidemment, un feu qui se déclare à bord. Ce qui est arrivé aussi à bord de la station Mir, il y a eu un feu. Si vous êtes, il faut savoir s'il faut évacuer là aussi, si vous pouvez contrôler le feu, s'il n'y a pas d'éléments toxiques qui sont dégagés dans l'atmosphère. Bon, on s'entraîne, masque à gaz et tout, on a tout ce qu'il faut, on est entraîné à... Mais après, à un moment donné, il faut prendre la décision d'évacuation ou pas évacuation en cas de problème comme ça. Puis le troisième grand problème, c'est un problème médical potentiel sur un des membres d'équipage qui ferait qu'il ne puisse pas être contrôlé par les moyens simples auxquels on est entraîné pendant la préparation pour la mission, et il faudrait ramener éventuellement un équipage. Ce qui me permet de dire que j'ai eu la chance aussi dans les multiples entraînements successifs où j'ai accumulé des expertises différentes, de me qualifier comme pilote de retour d'urgence du vaisseau Soyouz. Et je crois que je suis toujours la seule femme au monde à avoir cette qualification de retour évacuation dans le vaisseau. Si le problème concerne le commandant de bord, il faut qu'il y ait un autre membre d'équipage qui soit en capacité de désamarrer et de ramener le vaisseau. Donc, je n'ai pas la qualification pilote pour l'aller, mais j'ai la qualification pilote pour le retour d'urgence. Dieu merci, je n'ai pas eu à m'en servir. Parce que, voilà. Donc je disais, je n'ai que des bons souvenirs, et j'ai eu des missions tout à fait nominales qui se déroulaient comme po planu, comme disent les Russes, suivant le plan, mais pas tout à fait comme ce qu'on avait appris pendant toutes les phases de longues répétitions de simulateurs, les heures et les heures passées en simulateur. Et j'ai retenu aussi une phrase que les Russes nous disaient très souvent, c'est « Всё будет не так ». Bien évidemment, on parlait russe, puisque tout l'entraînement, et puis j'ai passé 10 ans là-bas. Le Всё будет не так, je trouve que c'est très représentatif. Всё, ça veut dire tout. Будет не так, le nie, c'est un négatif.
C'est-à-dire que tout ne sera pas comme c'était prévu, quoi. Rien ne sera comme c'était prévu. Все будет не так. Donc voilà, à partir de là, c'est votre capacité d'autonomie, de prise de décision, vous connaissez bien le système, vous êtes entraîné, puis vous êtes en capacité voilà, de prendre la décision. Capacité accrue par le fait que quand on est en orbite à 400 km de distance de la Terre, il n'y a pas de délai de communication pour être en lien avec le sol. Donc le sol est quand même très très présent dans les équipes opérationnelles, pratiquement à temps complet et temps réel aujourd'hui sur la Station spatiale internationale. Ce n'était pas tout à fait le cas sur les vols de la station Mir, parce que la station Mir n'était en liaison avec le sol que quand elle passait sur les antennes de réception du signal. Donc on avait à peu près 10 minutes, toutes les 90 minutes, on était vraiment en contact avec le sol. Et d'ailleurs les décisions de l'incendie et de la dépressurisation, l'équipage les a pris en autonomie. Mais bon, aujourd'hui, c'est un lien direct et immédiat avec le centre de contrôle, ce qui ne sera pas du tout le cas quand on envisage les missions martiennes avec les délais de communication de 20 minutes, donc 40 minutes entre le moment où vous posez le problème ou éventuellement on vous aide avec des éléments de solution. Donc le vol martien, c'est pas encore pour tout de suite, ça va se faire au XXIe siècle bien évidemment, mais je ne suis pas sûre que c'est pour la dizaine ou la vingtaine d'années qui vient, parce qu'il y a encore pas mal de problèmes, que ce soit des problèmes techniques, des problèmes physiologiques, psychologiques, de protection contre les radiations, parce qu'on est au-delà des ceintures de Van Allen, donc ça commence à devenir quelque chose d'un peu difficile sur les doses cumulées et sur des radiations ionisantes importantes. Donc il y a quand même pas mal de problèmes non résolus, et puis l'autonomie de l'équipage, qui sera sans doute beaucoup aidée par l'intelligence artificielle auxiliaire, mais qui sera quand même amenée à un moment donné à prendre des décisions en autonomie. Ben, ça s'est terminé un petit peu abruptement. Enfin, je suis revenue fin 2001 de cette seconde mission, et j'avais commencé un petit peu ce qu'on appelle le post-tour, donc commencer à aller voir les laboratoires avec lesquels on avait travaillé pour débriefer des manips, aider les scientifiques à la mise en place des résultats, les commentaires des résultats, faire bien évidemment aussi des conférences. Et puis j'ai eu un appel du Premier ministre, donc Jean-Pierre Raffarin, à l'époque, me demandant de rejoindre le gouvernement. Donc voilà, je ne me suis pas posé longtemps la question de savoir qu'est-ce qu'allait être la suite, puisque j'ai accepté de prendre ces responsabilités au sein du gouvernement du président Chirac, le gouvernement Raffarin. Et j'ai accepté d'abord un premier poste qui était le ministère de la Recherche et des Nouvelles Technologies. Ça s'appelait comme ça à l'époque, les Nouvelles Technologies. Elles étaient encore nouvelles en 2002, de 2002 à 2004. Et puis j'ai ensuite été ministre des Affaires européennes. Ça, c'est aussi une expérience de vie tout à fait extraordinaire, où il y a eu des succès et puis des frustrations et des choses pas faciles. Des succès dans le domaine de la recherche, j'avais l'espace en charge dans mon portefeuille ministériel. Donc j'étais aussi la ministre de l'espace. Et en décembre 2002, je pense que certains s'en souviennent, le vol d'Ariane 5 échec, le vol 517. Et donc reconstruire toute la filière spatiale en se posant les bonnes questions sur les raisons de l'échec et la façon de reprendre ce leadership sur les lanceurs, qui est notre leadership européen. Donc ça avait été une grande aventure, et un conseil ministériel de l'Agence spatiale européenne en 2003, où on avait réussi à remettre la filière en bonne forme. Et je croise les doigts, mais nous sommes au 82e successif d'Ariane 5 vol réussi. Donc c'est bien, depuis ce moment de décision de reconstruction de la filière. Et puis j'étais aussi le ministre qui a fini la négociation de la mise en place du cosmodrome qui permet de tirer des fusées Soyouz depuis notre cosmodrome européen de Kourou en Guyane française. Voilà. Sur le point de vue spatial, j'ai eu un boulot intéressant à poursuivre en étant ministre, et puis d'autres très très belles aventures, dont la négociation et la mise en place de ITER, le démonstrateur de fusion nucléaire, en Europe à Cadarache, avec des négociations à l'international. Des moments importants, très, très exaltants à vivre,
des difficultés aussi, parce que c'est un moment où on m'a demandé de commencer à transformer un petit peu le système de recherche, des organismes de recherche, et où il n'y avait pas une priorité budgétaire qui permettait d'accompagner le mouvement. Donc c'était un petit peu compliqué de commencer à faire évoluer le système. Ça, c'était pas facile tous les jours. Et puis le travail comme ministre des Affaires européennes, alors moi qui suis une européenne croyante, pratiquante, qui a volé avec un drapeau européen, je suis la ministre du non français au référendum sur le traité. Hein. C'est moi qui, en mai 2005, voilà, est arrivé avec ce non français. Donc voilà, la frustration de certaines activités dans le domaine politique où on ne contrôle pas tout, enfin, où le référendum c'est toujours quelque chose de très dangereux. Et c'est sans doute pour ça que je suis de retour à l'Agence spatiale européenne et très impliquée sur des sujets européens pour retrouver justement un petit peu cet élan d'une Europe qui a quelque chose à apporter. Et le domaine spatial est un domaine vraiment, que ce soit dans le champ de la science. Vous avez peut-être déjà parlé de LISA Pathfinder qui va nous permettre d'aller plus loin avec le satellite LISA sur cette mise en évidence des ondes gravitationnelles, ou Gaia, ou enfin bon, et puis Rosetta, vous avez tous suivi Rosetta, des succès absolument somptueux de l'Europe spatiale. Donc voilà, ça me tient toujours au cœur. Mes deux faits de naissance sont toujours là. Hein, l'Europe et l'espace, elles ne m'ont jamais vraiment quitté pendant toute ma vie. Après ça, j'ai eu la chance, alors je dis souvent, quand on est privilégié à avoir vécu des choses importantes et des choses qui sont, on est 560 dans le monde, hein, astronautes, et beaucoup de gens ont dans la tête le rêve d'être un astronaute un jour, de pouvoir participer à des missions comme ça. Et donc on est entouré un petit peu d'une forme d'aura qui fait qu'on incarne quelque chose qui est du domaine du rêve de chacun, ce qui vous ouvre des opportunités. Bon, c'est des opportunités d'exercice de responsabilité ministérielle, mais il n'y a pas que des opportunités qu'on vous offre. Je crois qu'il faut se dire aussi qu'on peut se créer soi-même des opportunités. Et je suis très heureuse de m'être créé l'opportunité de regrouper dans un établissement public commun le Palais de la Découverte et la Cité des Sciences et de l'Industrie. Essayer d'avoir voilà, un centre de sciences avec la spécificité des deux maisons, vous les connaissez sûrement, elles sont chères à votre cœur, ces deux musées de sciences parisiens, de faire en sorte qu'elles se dynamisent sans perdre leur identité. Et ça, c'est l'aventure d'Universcience. J'ai eu la chance pendant 6 ans d'être la présidente de cet établissement public. Et je trouve que c'est merveilleux de s'interroger sur comment parler de la science, comment parler de la technologie au XXIe siècle. C'est pas la même façon de le faire qu'au XXIe siècle. On n'était plus sur une science qui faisait pas de doute. Voilà, c'était pour le bénéfice de l'humanité. C'est pas comme ça aujourd'hui. La science, elle va vite, elle est puissante, elle a des développements importants. La technologie a une puissance absolument extraordinaire. Comment on continue à en donner envie, on continue à stimuler la curiosité, l'émerveillement, comment on travaille le discernement, l'esprit critique par rapport à notre responsabilité d'humain, de chercheur ou de citoyen par rapport à cette science, et puis utiliser des nouveaux moyens, les Fab Labs pour construire, pour développer des choses, la data visualisation avec ces masses de données qu'on peut traiter aujourd'hui et qu'on peut présenter. Et souvent les astronomes vous montrent à quel point il y a des techniques performantes aujourd'hui pour présenter la science. C'était vraiment un bonheur ces 6 années à Universcience à essayer de penser comment ce bain de science et de technologie pouvait nous permettre à chacun de s'émanciper davantage et de nous permettre d'être plus responsables et mieux intégrés dans un monde compliqué. Et puis, voilà, ça c'était jusqu'à 2015, et donc depuis 2 ans et demi, je suis de retour à l'Agence spatiale européenne. Je suis arrivée à peu près en même temps que le nouveau directeur de l'Agence spatiale européenne, qui s'appelle Jan Werner, qui est de nationalité allemande. Et Jan Werner, quand il est arrivé avec des visions pour la façon dont il voulait transformer aussi l'Agence spatiale européenne. Et parmi ces visions, avait 3 visions, et les 3, je trouve qu'elles sont intéressantes, même si elles sont difficiles à mettre en œuvre. Sa première grande vision, c'était de dire United Space in Europe, c'est-à-dire que
En Europe, on essaie de travailler le plus possible en synergie, en complémentarité pour avoir des grands programmes ambitieux. Qui sont les acteurs du spatial en Europe? Il y a bien évidemment chacune des agences nationales, hein, le CNES, l'agence allemande, l'agence italienne, l'agence spatiale européenne qui est une agence intergouvernementale, et puis la Commission européenne. Et c'est vrai que voilà, il faut arriver à trouver les meilleures synergies possibles, les meilleures complémentarités, pas faire de duplication et garder quand même des choses qui sont du domaine de la souveraineté ou de l'envie nationale de faire tel ou tel projet. Sa deuxième idée, il l'a appelée Space 4.0, comme on entend tous parler de ce que la révolution digitale, la transformation numérique sur notre travail, notre façon de comprendre les choses, notre façon d'interagir avec la robotique ou d'interagir dans un partenariat international global, comment l'industrie passe d'une industrie classique à un nouveau type d'industrie. On était accompagné par des industriels classiques que vous connaissez tous là aussi, Airbus, Thales, enfin les grandes entreprises du secteur aéronautique et spatial. Puis on a vu arriver des new players, des nouveaux joueurs dans le système. Alors vous avez tous en tête, là aussi, Elon Musk, avec voilà, toutes ces propositions tout à fait innovantes et créatives dans des tas de domaines, pas que le spatial, c'est SpaceX pour le spatial, mais ses voitures Tesla, mais son Hyperloop, mais bon, donc voilà, des gens qui venaient d'ailleurs pas du monde de l'aéronautique, mais du monde du digital, plus précisément, ou Jeff Bezos avec Amazon qui a récemment dit qu'il voulait être l'Amazon de la Lune, Delivery Payload, veut être voilà, celui qui permet de délivrer, d'apporter sur la surface de la Lune les payloads, les charges utiles dont on peut avoir besoin. Donc voilà, des nouveaux entrants dans le système qui nous poussent, nous challenge. Il faut aussi changer les méthodologies et donc se transformer. Donc ça, c'est son idée du Space 4.0. Et puis la troisième idée avec laquelle il est arrivé, et qui recouvre les deux en fait, c'était cette idée du village lunaire. Je vais vous parler un petit peu de ce concept de village lunaire, qui pour moi est quelque chose d'intéressant. On sait depuis longtemps que voilà, les êtres humains sont des explorateurs. Il y a eu 1000 façons d'aller explorer les territoires qu'on ne connaissait pas bien, que ce soit des territoires marins, que ce soit le ciel et puis l'espace. Et la notion de village, ça veut dire que c'est pas simplement de l'exploration. On va aller s'installer de façon permanente. Oui, je pense que ce sera peut-être mieux. Oui, ça va. Oui, et moi je vois où est ma flèche, donc c'est parfait. Donc la phase de l'exploration, c'est une phase importante. Nous sommes des explorateurs, nous allons continuer à être des explorateurs. Il y a encore des tas de choses qu'on ne connaît pas qu'il faut continuer à explorer. Mais notre humanité commence à penser aussi à son expansion, à son développement dans d'autres mondes, que ce soit des mondes marins ou que ce soit des mondes au-delà du ciel. C'est un petit peu passé de cette notion d'exploration simple à une notion d'expansion de notre humanité. Le concept de village, il porte ça. Alors bon, ça c'est mes images à moi, mais je vous ai déjà parlé de mon rêve de petite fille avec le premier pas de l'homme sur la Lune, l'empreinte du pied de Buzz Aldrin. Et je vous ai parlé du 4.0, Space 4.0 de notre directeur général. Il a même dit 4I.0. Alors qu'est-ce que c'est que les 4 I? C'est le I de informer, le I de inspirer, le I de innover et le I d'interagir, donc avec l'ensemble des partenaires qui nous accompagnent. Et le sujet du village lunaire nous amène à penser tout ça. Alors, je vous ai mis une petite photo quand même de la promotion récente, la dernière. Vous reconnaissez sans doute Thomas Pesquet en bas à côté de Samantha Cristoforetti. À gauche, vous avez Timothy Peake, l'anglais, Andreas Mogensen, le danois, Alexander Gerst, l'allemand, qui va repartir là dans 3 mois et qui va être le commandant
de la Station spatiale internationale. Bravo Alexander. On a déjà eu Frank de Wien, un astronaute belge qui a été commandant de la station. Et puis tout au bout, c'est Luca Parmitano. Luca, vous avez entendu parler aussi, c'est cet astronaute italien qui a eu ce problème pendant sa sortie extravéhiculaire de liquide qui commençait à arriver dans son home et où il avait été obligé de rentrer en urgence parce que bien évidemment c'était compliqué avec de l'eau qui commençait à l'empêcher de respirer et de parler normalement. Et puis Mathias Maurer qui est dans la petite bulle qui a rejoint le groupe. Il n'était pas là en 2009, c'était le 7e sur la liste et comme il y a des opportunités de vol qui se présentent, Mathias a rejoint l'équipe aujourd'hui. Il a commencé son entraînement. Samantha, Mathias et Thomas, en particulier, s'entraînent beaucoup à la langue chinoise pour éventuellement voilà, trouver des ouvertures potentielles sur la station spatiale chinoise. Alors là, j'ai mis les deux stations qui sont aujourd'hui en orbite. Alors, la station spatiale internationale, alors, si vous vous souvenez l'image que vous avez vue par le hublot tout à l'heure, et ce que représente la station aujourd'hui, bon, c'est quelque chose de tout à fait majeur. Et puis, les Chinois qui sont donc en train de construire effectivement, là aussi, une véritable station spatiale en orbite à l'horizon de 2018-2019 et avec des discussions et potentiellement des possibilités d'accueillir un astronaute européen dans la configuration de la station spatiale chinoise à venir. La station spatiale internationale, là où j'ai remis les 5 partenaires, ce sont les Américains, NASA, Roscosmos, donc les Russes, JAXA, les Japonais, l'ESA, Agence spatiale européenne, et puis les Canadiens. CSA, Canadian Space Agency. Début de construction en 2000, on est aujourd'hui en 2018. Tous les pays, les 5 partenaires dont j'ai parlé tout à l'heure se sont mis d'accord ou vont signer, mais en tout cas l'accord est obtenu, une utilisation de la Station spatiale internationale jusqu'en 2024. Alors certains disent qu'il faut envisager aussi 2028, en tout cas pour 2024, tout le monde est d'accord de continuer à exploiter cette station, ce magnifique laboratoire en orbite, divers cette science répétitive, ces développements technologiques qui nous permettent d'assurer les résultats dans des conditions, vraiment des très très bonnes conditions de recherche aujourd'hui. Seul laboratoire où on peut effectivement se poser des questions sur l'influence de la gravité sur un système vivant, sur un système physique, puisqu'on ne peut pas supprimer la gravité quand on est au sol. Mais il faut quand même penser à après, l'étape d'après. Alors, il y a des réunions régulières de groupes de travail des différentes agences internationales, dont l'agence chinoise, dont l'agence indienne, dans un groupe qui s'appelle ICED, et qui essaie de planifier ce qui s'appelle la Global Exploration Roadmap, la feuille de route d'exploration, dans un partenariat global, en essayant de faire le plus possible de synergie et de complémentarité. Et ça commence à changer un petit peu. Bon, c'est vrai que l'objectif final était Mars, la planète rouge. Et que, disons, la Lune, on n'y attachait peut-être pas tout à fait toute cette importance. Et quand le directeur général de l'agence a proposé de réfléchir sur un concept de village lunaire, bon, certains partenaires disaient, écoutez, si la Lune vous intéresse, allez-y, on regardera ce que vous faites. Mais enfin, il n'y avait pas vraiment un momentum Lune, même l'année dernière, en 2016, quand il a commencé à en parler. Ce qui a beaucoup changé aujourd'hui, parce que tout le monde veut être sur la Lune, et tout le monde va être sur la Lune assez vite. La Lune était vue comme un intermédiaire entre l'orbite basse et l'atteinte de l'objectif Mars. Je parle d'exploration habitée, puisqu'en exploration mathématique, il y a encore de très très belles missions sur la planète Mars. Et les Américains avaient proposé de développer ce qu'ils ont appelé le Deep Space Gateway, qui est le portail vers l'espace lointain, qui est une petite infrastructure en orbite autour de la Lune et qui aurait permis
de se positionner pour ensuite se transporter jusqu'à la planète Mars. Donc une étape intermédiaire qui était cislunaire et non pas lunaire de surface. C'est un petit peu où on en était il y a 2 ans sur ces sujets. Alors bon, la Lune, moi, elle me fait toujours rêver. Ça, c'est une photo du décollage de Thomas Pesquet le 14 novembre 2016. Et il y avait une super lune. Et il y a un photographe américain qui a réussi à faire cette photo absolument extraordinaire, une super lune sur la fusée. Bon, voilà, moi la lune, elle me fait rêver, donc je la mets partout. Et elle me faisait rêver quand j'étais petite, avec justement déjà des bases lunaires, ça c'était de la science-fiction, c'était ce qu'on pouvait imaginer. Alors c'est pas tout à fait le concept de village lunaire, ça c'est une image que l'Agence spatiale européenne a travaillé, qu'on voit quand même beaucoup circuler aujourd'hui, de ce que pourrait représenter un embryon de ce village. Le concept de village lunaire, c'est de se dire que c'est une aventure de l'humanité, c'est voilà, une société qui se projette, avec une petite société qui se projette et qui réfléchit sur comment elle peut se développer, s'organiser dans une infrastructure qui serait de façon permanente sur la Lune. Ça n'est pas qu'un intérêt d'agence spatiale qui a des intérêts scientifiques, des intérêts de développement technologique, des intérêts de préparation de l'exploration plus lointaine. Pour moi, c'est pas un programme spatial comme un autre, c'est pas un programme qu'on définit avec un cahier des charges, on dit la mission ça va être ça, voilà, elle commencera en 2025 et elle sera terminée en 2045. Ce qui est le cas classique de grandes missions d'exploration automatique. C'est un concept de développement progressif qui, petit à petit, avec des intérêts institutionnels, je le disais, d'agence, mais aussi des intérêts d'entreprises privées. Alors on le reverra après, parce qu'il y a quelques images. Elon Musk dit qu'il veut construire un Moon Base Alpha, un base alpha sur la Lune. J'ai parlé d'Amazon qui veut apporter justement des charges utiles sur la Lune. Il y a bien sûr de l'énergie, pourquoi pas, à exploiter. Il y a des glaces au niveau des pôles. On ne sait pas encore exactement aujourd'hui quel serait le meilleur endroit pour établir une partie, le début de ce village, et pour ensuite l'organiser. Donc c'est des choses qu'on doit travailler tous ensemble. Il y aura probablement une composante chinoise. On sait que les Chinois ont des programmes lunaires et je pense que les Chinois vont être sur la Lune avec des équipages assez rapidement. Voilà. Une architecture tout à fait ouverte, combinant à la fois des utilisations publiques et des utilisateurs privés, et pourquoi pas penser à développer une véritable économie lunaire, comme on a une économie sustainable, soutenable, sur notre planète Terre. Donc voilà, il faut que ce soit international. Bien sûr, c'est robotique et humain, c'est les robots qui prépareront la phase de mise en place. Je l'ai dit, public et privé. Donc voilà, c'est une vision assez particulière. Alors là, il faut que j'arrive à aller sur la vidéo. Je vais la trouver, voilà. Lancer la petite vidéo très courte. Hop. La vidéo n'est pas passée. S'il veut pas, il veut pas. Oui, c'était déjà le format tout à l'heure. Bon, ça vous montrait un petit peu, avant d'arriver à ça, comment on pouvait imaginer le construire. Alors, ça montrait le transport pour aller jusqu'à la surface, l'arrivée sur la Lune, alors, soit par une arrivée directe, soit en passant par ce fameux portail, le Deep Space Gateway que j'évoquais tout à l'heure. Hein. On peut aller, les Américains développent un gros lanceur SLS et puis un vaisseau qui s'appelle Orion, dont d'ailleurs l'Agence spatiale européenne construit la partie module de service de ce vaisseau. On peut tout à fait imaginer envoyer l'équipage rejoindre ce portail de l'espace lointain et de ce portail détacher un lander qui va venir atterrir à la surface, où les Chinois, eux, ont une programmation d'un accès direct à la surface. Après, trouver la bonne zone la plus stable possible pour que cet atterrissage se fasse dans de bonnes conditions et éventuellement envisager des habitats à mettre en place, type habitat gonflable, qu'il va falloir bien sûr ensuite protéger des variations de température, des radiations,
des météorites, parce qu'il n'y a pas d'atmosphère sur la Lune et elle est quand même assez souvent percutée par des météorites. Donc soit des habitats en surface mais très protégés, soit des habitats dans les tubes de lave qui existent à la surface de la Lune. Les Japonais ont montré des cavernes de grande dimension sur la surface de la Lune. C'est une des hypothèses aussi de se dire qu'on pourrait construire ces habitats en profondeur. Des habitats avec tout l'écosystème qui permet d'y vivre et d'y avoir cette soutenabilité pour son approvisionnement. Bien évidemment, des essaims de robots de tout type, des robots constructeurs, des robots foreurs, puisqu'on envisage, pourquoi pas, d'utiliser les ressources, certaines ressources minières ou des ressources en hélium-3 au niveau de la Lune. Et c'est vrai qu'il y a peut-être un business model qui peut se créer à partir de ça. Dans tout le petit coin, là, on voit une imprimante 3D et il y a des études au sol tout à fait passionnantes qui sont menées dans différents pays, mais nous en particulier au European National Center, au Centre des astronautes européens à Cologne, utilisant la poussière lunaire, le régolithe, comme matériau de construction. Donc dans le petit film, on voyait un petit robot qui râpait la poussière lunaire, qui l'absorbait dans son mécanisme et qui était capable d'en faire du 3D printing, donc de l'impression en 3D pour en faire des briques de matériaux de construction pour protéger. Et ça, on sait le faire, on a montré au sol que ça pouvait marcher et qu'on pouvait utiliser effectivement ces ressources-là in situ pour être des briques de construction du village lunaire. Alors, je vous l'ai déjà dit, c'est plus que de l'exploration. C'est l'expansion de notre humanité. Donc j'ai même écrit ici Lunar Economy, développer une économie. Et bien sûr, c'est un milieu tellement particulier qu'on est obligé de penser différemment à la façon de le réaliser. Les matériaux de construction, bien évidemment, si on récupère de l'eau suffisamment, cette eau, on peut décider de la séparer par électrolyse en oxygène et hydrogène, l'oxygène étant utile comme carburant pour d'autres types de missions ou comme oxygène à respirer. Il faut qu'on arrive à dégager aussi de l'eau potable et buvable. Donc il y a beaucoup de choses qu'on doit considérer, et l'eau, on ne va pas l'utiliser pour faire du béton. Donc par exemple, en matériaux de construction, on va être obligé de penser à des technologies très, très innovantes. Et je le disais aussi, c'est pour moi un projet de civilisation. C'est notre civilisation qui doit se penser dans une coopération globale et de paix dans ces développements à venir. Donc oui, là on voit l'impression 3D pour construire avec le régolithe lunaire. La science là-haut, moi je ne vais pas m'étendre sur ce sujet parce que je ne suis pas une scientifique de la Lune et je ne pourrais pas vous donner tous les éléments. Mais bien évidemment, ceux qui font de la planétologie comparée, de la géologie, sont très, très intéressés. Bon, j'ai parlé des météorites, des critères d'impact à la surface de la Lune qui nous permettraient de beaucoup mieux dater l'évolution de notre système solaire si on pouvait l'analyser très, très précisément. Il y a des rêves d'aller construire un radiotélescope sur la face cachée de la Lune, donc à l'abri de toute perturbation, qui nous permettrait d'explorer notre système solaire avec beaucoup de propositions intéressantes. Bien évidemment, tester la survie de l'humain dans ces conditions défavorables. Je parlais des écosystèmes clos, des économies circulaires pour qu'il n'y ait pas de déchets, que tout soit recyclé, et puis des développements technologiques au service de la science qui seraient bien évidemment importants. Alors où on en est aujourd'hui? Je vous ai parlé du Deep Space Gateway. Voilà, c'est ça, c'était une petite station en orbite. On voit sur la partie gauche le véhicule Orion, dont je disais que l'Europe avait développé le module de service, et en orbite autour de la Lune, et ça pourrait être un point d'arrivée pour aller ensuite faire des activités en surface de la Lune à partir de cette orbite cislunaire. Ça, je vous ai mis quelques projets qui sont déjà en cours de réalisation. On a une mission en préparation avec nos partenaires russes
pour un lander automatique sur la Lune. Bon, ça c'est de l'automatique, c'est pas des velocités, mais ça nous permettra donc entre Européens et Russes de montrer notre capacité à atterrir sur la Lune. On a lancé un appel d'offres pour ISRU, donc In Situ Resource Utilization, demander aux industriels de nous accompagner dans cette réflexion de comment on peut utiliser les ressources sur la Lune pour ne pas être obligé d'amener avec un transport spatial récurrent ce dont on a besoin pour la construction et pour la vie. Donc que ce soit en eau buvable, en oxygène, c'est les deux tâches qui ont été demandées sur cet appel d'offres pour 2025. Mais voilà, avoir cette capacité pour nous d'avoir des démonstrateurs d'utilisation de ressources in situ. Et puis on est en train de lancer aussi ce lander pour un équipage cette fois-ci qui s'appelle Héraclès et que l'on essaie de développer avec les partenaires japonais, celui-ci. Donc ça, c'est les briques européennes qui sont aujourd'hui présentes, plus des missions commerciales qui sont venues, par exemple des opérateurs de télécom qui se disent, ben voilà, on voudrait commencer à réfléchir à la mise en place d'un réseau de communication autour de la Lune, parce que ce soit des missions automatiques, que ce soit le Deep Space Gateway, on aura besoin d'avoir la possibilité de transférer des données. Alors, je disais qu'au European Assault Center à Cologne, il y a toute une équipe qui essaie de se dédier à cette réflexion, avec beaucoup d'ailleurs de jeunes étudiants. C'est un réseau d'étudiants d'écoles d'ingénieurs. Je pense qu'en France, c'est une école d'ingénieurs de Nancy qui est associée à cette réflexion pour aller sur tous ces domaines que j'ai évoqués, la protection contre les radiations, les ressources in situ, des nouveaux matériaux, le processing de l'eau, la robotique dans ses meilleures conditions, et puis l'architecture système et l'habitabilité. On a créé une grande surface de 900 mètres carrés, ça c'est à Cologne, pour justement travailler sur cette poussière lunaire et les opérations, les téléopérations. Et puis ce qui est à droite, le FlexHub, qui est un module qui permet de tester nos capacités d'habitabilité en surface lunaire. Donc voilà, on a vraiment déjà des briques au niveau européen, pas simplement l'idée, la vision, le concept, mais des éléments qui pourraient nous permettre d'aller plus loin. Alors là, on voit le printer 3D et on voit ce qu'on est capable. À droite, c'est une partie de matériaux qui a été élaborée à partir de poussières très proches de cette poussière lunaire. Donc, c'est pas de l'utopie, c'est de la réalité. Alors, on n'est pas les seuls, bien évidemment, et en particulier, ce n'est pas un concept sur lequel l'Europe se déclare comme le leader de la construction du village. C'est quelque chose qui doit réunir tous les efforts qui sont prévus aujourd'hui. Le Deep Space Gateway, j'y reviens pas, on en a déjà parlé. La vision japonaise, à partir du Deep Space Gateway, parce que les Japonais sont quand même très très impliqués sur des coopérations avec les Américains, donc ils sont partis sur ce module-là, arriver à descendre de ce gateway sur la surface lunaire, et c'est là où on travaille en commun sur cet atterrisseur, et la JAXA, agence japonaise, développe aussi un rover pressurisé pour la mobilité des astronautes à la surface, puis des missions automatiques prévues dès 2022 pour justement trouver là où il y a les zones riches en eau qui puissent être utilisées. Les Chinois ont un programme lunaire très très ambitieux, un programme spatial ambitieux, mais un programme lunaire ambitieux, et ont déjà déposé sur la surface de la Lune des missions automatiques, des rovers, et en particulier le petit lapin de jade, U2, qui a pris des belles photos de son lander qu'il avait amené, et les Chinois auront, je pense, assez vite des équipages sur la Lune, et ont des projets de développer une base scientifique sur la Lune. Le concept de village lunaire peut tout à fait s'accommoder de bases
distinctes, mais il faut qu'il y ait des interfaces communes, il faut voilà, qu'il y ait une vie en communauté. Un village, c'est une vie en communauté, donc il faut qu'il y ait des interfaces, des standards, et qu'on puisse aller d'un lieu à l'autre, tout en laissant l'autonomie de décision à certains des partenaires. Les Russes aussi ont bien évidemment des propositions de base lunaire, et passant là aussi par une phase préparatoire avec des robots, une configuration minimale, ensuite l'agrandissement de la base, et puis ensuite y développer cette économie que j'évoquais tout à l'heure. Les Indiens, pour l'instant, sont sur des programmes automatiques, mais des programmes automatiques pour accéder à la Lune. Donc il y a vraiment un momentum très 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 fort, et d'ailleurs les Américains, avec la nouvelle administration liée au président Trump, la nouvelle administration NASA, ont redit récemment qu'ils envisageaient un retour sur la Lune. Alors, toujours avec le Deep Space Gateway en orbite autour de la Lune, mais back to the moon sur la surface. Donc, il y a un momentum où tout le monde a envie aujourd'hui de se retrouver sur la Lune. J'ai parlé des acteurs traditionnels habituels, et puis il y a les acteurs pas traditionnels, ceux que j'ai appelés New Players, les New Space Players. Alors, il y a un grand prix qui a été lancé par X-Prize avec Google, qui s'appelle le Google Lunar X-Prize, qui a été lancé il y a plus de 10 ans, et normalement la réalisation c'est au début de cette année 2018. C'est de faire en sorte qu'un petit rover soit posé sur la Lune, que ce rover puisse se déplacer sur 500 mètres et envoyer les images de son déplacement et de sa mobilité. Et c'est des équipes qui participent à ce concours, ont gagné des prix au fur et à mesure, et avec un prix final de 20 millions de dollars, je crois, pour le vainqueur. Et il y a 3 équipes qui aujourd'hui ont réservé leur place sur un lanceur, ont développé leur rover, et sont en capacité de montrer qu'ils sont capables de gagner le prix dans les conditions telles qu'il a été fixé. Voilà, plein de propositions. La proposition du milieu, ce base dorade, c'est l'équipe allemande de PTS, Part-Time Scientist, qui s'est associée à Audi, et Audi utilise beaucoup dans sa visibilité publicitaire le fait qu'il sera le premier à développer la mobilité sur la surface de la Lune, et le petit robot du milieu, le petit rover du milieu qui se déplace, eh ben, il a les 4 anneaux d'Audi, et Audi est très, très partant. Pour origine, c'est Amazon, je le disais, le Delivery Payload. La grande image sur cette terre rouge, c'est Hawaï, où il y a une grande surface qui pourrait être un analogue qui nous permettrait de commencer à développer un village lunaire sur la Terre, dans une zone analogue. En bas, c'est le Moonbase Alpha de Elon Musk, et puis Bigelow qui crée ces habitats gonflables en orbite cislunaire, mais pourquoi pas sur la Lune aussi. Et encore faut-il protéger ces habitats gonflables pour se prémunir des radiations, des variations de température que j'ai évoquées tout à l'heure. Alors l'étape ultérieure, quand tout ça sera mis en place, c'est de développer cette économie lunaire, et nous travaillons aujourd'hui à discuter avec des partenaires de toute nature, spatiaux et non spatiaux, sur les potentiels modèles économiques à développer. Vous avez peut-être entendu parler récemment du Luxembourg, qui est très très mobilisé pour donner cet accès à la Lune, aux astéroïdes, c'est parti, pour en exploiter les ressources. Donc là, on est sur l'exploitation des ressources, à viser non pas de les utiliser in situ pour la sustainabilité du village, mais pour les ramener au sol, parce qu'elles ont éventuellement un intérêt, que ce soit en terres rares, que ce soit l'hélium que j'ai évoqué tout à l'heure. Et donc, il y a toute une dynamique lancée par le Luxembourg, qui s'appuie sur le fait qu'il y a effectivement une demande, et que voilà, il y a quelque chose à construire qui peut économiquement être viable. L'économie lunaire, permettre l'exploration plus lointaine, et puis une valeur commerciale qui paraît pour des gens qui sont du domaine commercial et non pas du domaine spatial, qui paraît viable.
Alors ça, je vous ai parlé de la vision, de toutes les briques qui sont à disposition, des envies, comment ça peut se concrétiser. Il faut bien évidemment qu'il y ait à un moment donné un espèce de go, de feu vert sur la mise en place d'un projet, d'un programme. On n'y est pas encore, c'est pour ça que j'ai employé les mots de vision et de concept. Et c'est vrai que j'aimerais que ces discussions qui sont en train de se densifier entre partenaires classiques et moins classiques, pour moi 2019 est une très très belle année. C'est l'anniversaire des 50 ans du premier pas de l'homme sur la Lune. Et j'aimerais bien qu'en 2019, il puisse y avoir un feu vert pour lancer ce programme. Le directeur général de l'Agence spatiale européenne, à la dernière grande réunion internationale, le congrès d'Adélaïde, a publié une déclaration d'intérêt. Ceux qui sont intéressés de réfléchir, de participer, de contribuer à la construction de ce village lunaire déclarent leur intérêt, et on a déjà 150 signataires, alors pas 150 grandes compagnies, mais 150 parfois individus, mais aussi grandes compagnies, qui ont signé cette déclaration d'intérêt. On est en train d'essayer de collecter, de faire fructifier tout ça et de faire avancer. Puis je voulais vous signaler, pour ceux qui seraient éventuellement intéressés à penser cette idée-là, une association qui s'est créée de façon indépendante de l'Agence spatiale européenne, qui s'appelle la Moon Village Association, et voilà, qui est aussi un lieu de discussion, de collecte d'informations. Je vais partir dans l'autre sens. Voilà, alors je vais terminer. Voilà. C'est une phrase que j'utilise souvent d'Oscar Wilde. Voilà. Et ben, il faut toujours viser la Lune, car même en cas d'échec, vous atterrirez dans les étoiles. C'est souvent sur ça que je termine, avec effectivement la Lune, mais qui est aussi une porte ouverte pour continuer cette exploration dont on rêve tous. Voilà, un petit peu toutes les images que je voulais vous montrer sur ça. Et ce concept-là, moi, c'est quelque chose qui m'intéresse. C'est une façon différente de travailler par rapport aux missions spatiales classiques. C'est quelque chose qui fait rentrer à la fois des éléments scientifiques, techniques, économiques, et puis une pensée humaniste, je dirais, de où voulons-nous aller, comment voulons-nous nous organiser pour le futur. Et quand je disais que j'avais du bonheur à être revenue à l'Agence spatiale européenne et à m'occuper de ce projet-là, c'est parce que aussi, je pense, que l'Europe a quelque chose à dire. L'Europe ne va pas être le leader, mais l'Europe a quelque chose à dire dans la mondialisation, dans la coopération internationale. Et l'Europe n'est pas simplement suiveur d'impulsions données par d'autres, mais peut apporter sa propre contribution de réflexion et de technique et de science, comme elle a su le montrer. Et voilà, c'est pour ça que c'est un projet qui m'intéresse beaucoup, et je vais essayer, là une fois de plus, de transformer le rêve en réalité. Et si je peux être un des petits leviers qui peut permettre de transformer ce rêve-là, on continue à viser la Lune. Voilà. Je vous remercie.